adolescent, il est dans une lignée de voyants. C'est-à-dire que adolescent, il rencontre Geneviève Zaeffel, donc il est habité par cette vision-là du monde. S'il arrive ici et qu'il vit une expérience sur laquelle chacun pourra se prononcer comme il l'entend, eh bien pour lui, ce qui est certain, c'est qu'il a trouvé. Voilà. Donc, qu'il ait trouvé de façon médiumnique ou matérielle quelque chose, quand on lit ses écrits, il est évident que cette chose, il ne peut pas la communiquer en tant que telle au commun. Pour lui, c'est quelque chose de très important qui pourrait être perdu. Et donc, il le communique, il la communique, cette découverte, sous la forme d'une fable symbolique. Et ceux qui traverseront cette fable symbolique seront aptes à voir à leur tour ce qu'il a vu. Là, je cite Gérard de Sède, un passage qui évoque la figure de Pierre Plantard, nous dit qu'un homme qui a trouvé un grand secret ne peut pas le communiquer tel quel au public et qu'il doit inventer un nouveau langage pour parler en étant sûr qu'on ne puisse pas le comprendre. C'est un aveu, c'est-à-dire que Plantard a la certitude d'avoir trouvé quelque chose. Donc là, pour moi, ça c'est une fonction quasiment certaine du mythe plantardien. Évoquer un secret indicible et permettre à certains de le retrouver. La troisième hypothèse, qui n'est pas en désaccord, c'est que Pierre Plantard œuvrait effectivement au sein de courants qui avaient une vision à long terme de l'histoire humaine et que ces courants attendaient une métamorphose en profondeur de la société. C'est l'ère du Verseau, Paul Lecourt, il l'annonce clairement, la société va changer, elle va se spiritualiser. Pierre Plantard, dès son adolescence, là encore, est en guerre contre le matérialisme, il faut relire Vaincre, il plaide pour la cause spiritualiste et dénonce le matérialisme de son époque. Et il le dénonce encore dans les années 60, quand il commence à forger le mythe de Rennes-le-Château. Et alors, ce qui est important là-dedans, c'est que c'est cet homme-là qui a conçu le mythe de Rennes-le-Château. Il nous amène ici avec un rêve très horaire, et progressivement, il nous invite à nous intéresser à des questions totalement différentes qui nous transforment. Je pense qu'un certain nombre de personnes qui sont arrivées comme moi ici, je suis arrivé avec des rêves de gamin à Rennes-le-Château parce qu'il y avait une histoire de trésors, de tableaux codés, de parchemins, que c'était extraordinaire et que ça me faisait rêver. Et puis, immergé dans cette histoire, dans un premier temps, je pense en mon insu, sans vraiment me conscientiser, j'ai commencé à accomplir un chemin qui m'a conduit à quelque chose de complètement différent. Les histoires de trésors me font toujours rêver, j'ai gardé mon âme d'enfant. Mais j'ai rencontré un certain nombre de figures qui m'ont amené à prendre conscience d'une réalité qu'on ne voit pas dans la frénésie matérialiste quotidienne. Et je pense que là, on a une des fonctions importantes du mythe, c'est que, on a une initiation profane, en quelque sorte, c'est-à-dire que sans rentrer dans les loges, on suit à notre insu un certain parcours, du moment qu'on se détache des dogmes qu'on peut avoir quand on arrive à Rennes-le-Château. Et dans le même temps, c'est vrai que ça rassemble une communauté de personnes qui partagent peut-être la même vision de l'univers et de ce qu'on peut en faire. Et je pense que c'est là une fonction qu'il ne faut pas négliger, peut-être la quatrième fonction du mythe plantarien, c'est-à-dire rassembler ce qui était pas, des gens qui ne se seraient pas rencontrés, qui vont se retrouver ici et qui vont œuvrer peut-être ensemble. C'est pour ça que je parlais d'un mythe encore en construction, parce que tout n'est pas fini à mon sens, qui vont œuvrer ensemble à quelque chose, à une transformation à venir. Voilà. Ça, pour moi, c'est les quatre possibilités. J'ai tendance à exclure la première et par contre à mettre ensemble les hypothèses 2, 3 et 4. Alors, je ne sais pas... Deux parenthèses. Je viens de faire une citation. Quand Gérard de Sède légitime les titres de Plantard, disons que ce qui peut être révélé ne peut pas être au commun des mortels. Mais ça, il faut resituer dans son contexte. C'était à l'époque où il collaborait avec Darwin. Donc, il faut se retrouver à son ouvrage bien postérieur, c'est-à-dire le deuxième ouvrage de Gérard de Sède, Les Impossibles et les Fantasmes. Et là, on trouve un langage tout à fait différent. Oui, mais on trouve après mes collègues pourront peut-être répondre à cette question, on trouve un langage très différent parce que il faut bien comprendre qu'il y a eu deux Gérard de Sède. Il y a eu le Gérard de Sède qui travaillait avec Pierre Plantard, et il y a eu le Gérard de Sède qui rentre en guerre avec Pierre Plantard pour des raisons économiques et commerciales. Ils se sont notamment affrontés autour de la publication et des royalties de la vraie langue celtique. Donc le livre Les Impostures et les Fantasmes, c'est un règlement de compte. Le premier Gérard de Sède, c'est le Gérard de Sède poète, surréaliste,
qui donne un corps littéraire à l'œuvre rêvée par Plantard. Donc il parle ce langage-là, ce langage du symbole, de la métaphore. Le 2-7 des impostures et des fantasmes, là c'est un 2-7 qui règle ses comptes, qui est dans la contre-enquête et sur le terrain de l'histoire et qui est plus dans le domaine du rêve, parce que je pense que le 2-7 de l'ordre de Lorraine, c'est un 2-7 qui est dans le domaine du rêve littéraire. Il y a plusieurs éléments, j'en ai montré quelques-uns tout à l'heure, qui le montrent clairement. Le 2-7 des impostures et des fantasmes, c'est le journaliste qui reprend le dessus sur l'homme de lettres et qui veut faire une contre-investigation et dire, bah là, non, ça, historiquement, c'est pas juste. Alors que les préoccupations historiques, dans leur domaine, c'est pas le souci, vraiment pas le souci de Gérard de Sède. Il y a des choses évidentes. Plantard amène la figure des Macalvé. De Sède dit Béranger Sonnier monte à Paris, rencontrer Macalvé, ils sortent au grand jour. Ils sortent au grand jour. Il aurait parlé d'une liaison secrète, à la limite, on aurait pu y croire. Mais comment imaginer que dans le Paris de la belle époque, une cantatrice qui sort avec un prêtre au grand jour, ça ne laisse pas de traces dans les revues de l'époque. C'est bien évident que là, d'un point de vue langagier, on a une incitation à nous dire bon, cette histoire, elle est bidonnée, par contre, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre derrière Macalvé. Je suis d'accord avec toi. Gérard de Sède, effectivement, à l'époque de la diffusion de ce deuxième ouvrage, a cessé d'en rêver. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce sera ma conclusion. Mais là aussi, à peu près sur ce sujet, là où je te trouve imprudent, par exemple, c'est que tu dis que c'est Plantard qui a manipulé, donc, de Sède, n'en parlons pas, mais pour Louis Oligal, donc il aurait manipulé Lincoln et ses acolytes. Lincoln, lui, on peut lui poser la question et lui, il ne dément pas. Il dit qu'il n'a jamais été vu, que Plantard était un mythomane et que la trame de son bouquin, il avait bien avant qu'il rencontre ce monsieur. C'est sûr qu'il a dû le rencontrer parce qu'il était incontournable à l'époque, Plantard, mais c'est pas lui qui a manipulé l'histoire et qui a donné l'argument principal de cette histoire. Alors, je sais bien que Arbelin et d'autres avaient déjà écrit sur la thématique. Non, Ambelin avait déjà écrit, mais Ambelin était certainement dans le groupe qui a influencé, puisque Plantard était marionnettiste, mais il a été la marionnette d'autres. Pour l'énigme sacrée, non, là, l'énigme sacrée, Henry Lincoln, il a reconnu, moi j'ai parlé plusieurs fois avec lui, il a écrit des ouvrages après l'énigme sacrée où il revient sur son rapport avec Pierre Plantard. Il est bien évident qu'il a reconnu avoir été instrumentalisé par Plantard. Quand on regarde la documentation de l'énigme sacrée, alors que évidemment, c'est pas le premier livre qui affirme que Marie-Madeleine et Jésus ont eu une descendance. Ça existait avant, c'est une hypothèse qu'on retrouve au XIXe siècle, donc ça, c'est pas une nouveauté. Par contre, c'est l'énigme sacrée qui va populariser le prieuré de Sion, de Plantard. Ces documents-là, Lincoln, à l'époque, y a cru. J'ai fait une conférence avec Henry Lincoln il y a quelques années. Moi, j'étais celui qui n'avait pas connu Plantard de son vivant, qui étudiait à travers ses textes, et Henry Lincoln était le témoin, celui qui avait vu Plantard. Donc, il y avait deux approches qui me semblent complémentaires. Parce que j'avais un recul littéraire que n'avait pas Lincoln, et Lincoln avait un vécu que je n'avais pas. Lincoln a déclaré lors de cette conférence que Plantard était pour lui le plus grand joueur de poker du monde, qu'il était en permanence dans la manipulation. Et que lui-même avait été manipulé. Quand on relit la clé de l'énigme de René Château d'Henry Lincoln, par exemple, il y a le fameux entretien parisien entre Lincoln et Plantard. Et Lincoln revient sur la façon dont il est rentré dans cette histoire. Lincoln est rentré dans cette histoire parce qu'il a lu le livre de Gérard de Sède et qu'il a remarqué qu'il y avait dans les parchemins un codage qui n'était pas évoqué par Gérard de Sède. Donc, Lincoln pose la question à Plantard. Pourquoi dans ce livre y a-t-il des choses que vous n'avez pas expliquées? Et Plantard lui répond parce qu'on a pensé que ça pourrait être intéressant que certaines personnes comme vous les trouvent. Alors là, on a vraiment l'impression du jeu. C'est-à-dire que le grand tour de maître de Plantard dans cette histoire, je pense, c'est d'avoir fait de chaque lecteur de ces livres non achevés des héros de la suite du livre.
C'est-à-dire que dans l'Or de Rennes de Gérard de Sède, il n'a fait que suggérer une nouvelle façon de voir l'histoire de Rennes. Il a par exemple évoqué le chemin de croix codé, et quand on relit l'Or de Rennes, c'est très clair. Il dit, bon là je vous invite à changer de regard, il y a des choses à trouver. Lincoln est rentré dans ce processus-là. Ça, c'est de la manipulation. Christian, oui. Si je peux me permettre quand même, oui. Je partage totalement ton avis, avec juste une précision. Oui. Le professeur anglais spécialiste des Templiers, qui, dans Nuit Rouge, essaye de prendre au piège l'homme sans visage pour le compte de la société secrète templière qui garde le trésor templier à Paris, M. Henry Lincoln, en 73 ou 14, ne peut pas ne pas avoir une connaissance au moins intellectuelle, voire ésotérique, de ce que Plantard véhicule. Lincoln n'a jamais été manipulé. Et Lincoln, son seul regret aujourd'hui, c'est que sa géométrie sacrée, qui existe bien, qui lui a certainement été suggérée par Plantard et par Loge du 9 heures derrière, sa géométrie sacrée, moi je l'avais dit en conférence, elle marche. Et elle ne marche pas pour Marie-Madeleine ou pour Jésus, elle marche pour des zones, tombeau Isis, tombeau 7, etc., etc. Elle ne marche pour des zones qui sont, en direct, des grands dieux. Donc, je suis d'accord avec toi, mais Lincoln, c'est pas un enfant du bon Dieu. Hein. Il grenouillait dans les milieux ésotériques anglais, franco-anglais, et quand tu tournes Nuit Rouge, et que tu rencontres Plantard au début des 80, ne me dis pas que tu es naïf. C'est pas possible. Tu as vu Nuit Rouge? Non, je n'ai pas vu Nuit Rouge, mais... Regarde Nuit Rouge de Georges Franju, et tu vas te rendre compte que ce qui me fait redire que Plantard, alors, on met de côté, la chose idéologique. Plantard n'avait que deux structures qui pouvaient l'informer. Soit un représentant de la loge du 9 heures, soit des membres de l'occultisme d'extrême droite français qui avaient participé avec la SS en NF aux opérations de fouille ici et dans l'Amérique. Et là on ne parle pas des représentations. Là, je te parle d'occultisme nazi bien au courant, auquel une frange d'extrême droite française occultiste a donné la main jusqu'en 1945 et a repris les recherches après. Tout ça n'existe pas. Mais, je suis d'accord avec toi, Plantard donne Poussin, des lignes, une géométrie sacrée. Plantard ou Chaurizet donne Jules Verne. Ils ont même donné Robert Chotard. Personne n'avait jamais entendu parler de Robert Chotard, avec ses 4 ouvrages, jaune, bleu, orange, machin, etc., etc. Donc, si tu veux, Plantard arrivant ici, en plus tu me dis, comment dans ton dernier livre, Plantard vient chercher le temple antique. Et il ne vient pas chercher des voûtes antiques, il vient chercher ce qu'il y a dans le temple antique. Donc, juste par rapport à l'histoire de la manipulation, je vais quand même aussi reciter Jean-Pierre Deloup, qui n'était pas non plus né de la dernière pluie. Je cite, il a mis dans son introduction sur les archives du prieuré secret, les archives secrètes du prieuré de Sion, pardon. Donc Jean-Pierre Deloup confirme le rôle de grand marionnettiste de Pierre Plantard. Je le cite lui, hein. Quant à le manipuler, donc il parle de Pierre Plantard, c'était impossible. Le maître du jeu, le grand manipulateur, c'était lui. Et on peut affirmer qu'il a manipulé avec brio De Sède, Chaumet, Lincoln, Hegel et Leydt, et encore bien d'autres, et bien sûr Brétigny et moi-même. Le plus amusant était que nous le savions fort bien. Si nous nous prêtions au jeu, c'est dans l'espoir de pouvoir justement tenter de comprendre quel était le jeu auquel nous conviait le magicien. Merci, merci. Et tout ça aboutit à Damien Chica. Si je peux me permettre,